Howard Phillips Lovecraft had the Mountains of Madness, Montagne de la folie, 5e épisode, chapitre 9, 10, 11, 12. D'un seul coup, mais ils sont courts, le grand crescendo qui fait que ce livre, évidemment, est un classique. J'ai annoncé que notre étude de ces sculptures des temps de la décadence avait amené un changement dans nos objectifs immédiats. C'était bien sûr à cause de ces avenues taillées, s'enfonçant dans le noir monde souterrain, dont nous n'aurions jamais supposé auparavant l'existence, mais que nous étions impatients maintenant de découvrir et traverser. D'après l'échelle évidente des sculptures, nous avions déduit qu'il faudrait une brutale descente d'environ 1,5 km, que nous empruntions l'un ou l'autre des tunnels pour nous amener au bord de ces vertigineuses falaises sans jamais de soleil surmontant les grands abysses, et en bas desquels des chemins praticables aménagés par les grands anciens, nous conduiraient à la rive rocheuse de l'océan nocturne et caché. Une fois tout cela appris, il ne nous semblait pas possible de résister à l'attrait d'entrevoir la noire réalité de ce golfe fabuleux, même si nous réalisions avoir à entreprendre de suite cette quête si nous souhaitions l'inclure dans la présente reconnaissance. Il était maintenant 8 heures du soir, et nous n'avions pas assez de piles de rechange pour laisser constamment brûler nos torches. Nous avions passé tant de temps à étudier et recopier sous le niveau glaciaire que nous avions déjà consommé 5 heures de piles en usage continu. Et malgré leur formule sèche d'évidence, il nous en restait au mieux 4 heures de plus. Encore qu'en n'utilisant qu'une seule des 2 lampes, sauf dans les lieux particulièrement intéressants ou difficiles, nous pouvions nous débrouiller pour en économiser une marge supplémentaire suffisante. Comment pourrions-nous avancer sans lumière dans ces catacombes cyclopéennes, si pour accomplir cette descente aux abysses, nous devions renoncer à tout déchiffrage mural ? Bien sûr, nous comptions revenir explorer les lieux pour des jours, peut-être même des semaines d'études et de photographies intensives, la curiosité ayant de longtemps pris le dessus sur l'horreur. Mais pour le moment, il fallait faire vite. Notre réserve de papier pour se guider était loin aussi d'être infinie, et nous étions réticents à sacrifier nos derniers carnets ou notre papier à dessin pour cet usage. Nous y sacrifiâmes pourtant un de nos grands carnets. Si au pire nous venions à en manquer, nous pourrions nous résoudre à revenir au système des cailloux, et bien sûr il serait possible, même dans le cas où nous aurions perdu toute direction, de revenir à la lumière du jour par l'un ou l'autre des tunnels si nous avions suffisamment de temps pour tout tenter ou que nous nous serions égarés. Et c'est ainsi que nous nous lançâmes impatients dans la direction indiquée pour accéder au plus proche tunnel. Selon les sculptures d'après lesquelles nous avions établi notre carte, l'entrée du tunnel visé ne devait pas être à plus de 400 mètres d'où nous étions. La zone où nous entrions montrait des constructions à l'aspect solide et ouvertes à l'exploration, même à ce niveau subglaciaire. L'ouverture elle-même était dans le sous-sol, à l'angle le plus proche des contreforts de la montagne, d'une vaste structure de forme étoilée, de nature évidemment publique et peut-être cérémoniale, que nous essayâmes de nous remémorer depuis notre survol aérien des ruines. Mais aucune structure de cette sorte qui nous est marquée depuis l'avion, et nous en conclûmes que les parties supérieures avaient dû être grandement endommagées, ou bien totalement détruite par une des crevasses glaciaires que nous avions observées. Dans le dernier cas, le tunnel aussi serait obstrué et nous aurions à tenter l'autre des 2 plus proches, celui qui était à environ 1 kilomètre au nord. L'ancien lit de la rivière nous interdisait de tenter d'emprunter les autres tunnels plus au sud dans ce voyage-ci. Et bien sûr, si ces 2 tunnels les plus proches étaient obstrués, il était douteux que l'état de nos piles nous permette une tentative sur celui qui était le suivant, encore 1,5 km plus au nord du 2e. Tandis que nous nous frayions un étroit chemin dans le labyrinthe,
avec l'aide de la carte et du compas, traversant des salles et des couloirs à toutes les étapes de la ruine ou de la préservation, escaladant des rampes, traversant les dalles supérieures et des ponts avant de redescendre, butant sur des portails obstrués par des tas de débris, accélérant ici et là dans les parties mieux préservées et parfois surprenamment immaculées, nous engageant dans de fausses directions, parfois obligés de rebrousser chemin, en ce cas retirant les marques de papier que nous avions laissées, et de temps en temps atteignant le fond d'un puits ouvert, à travers lequel perçait ou s'infiltrait un peu de la lumière du jour. Nous étions tentés, à répétition, de nous arrêter à chaque mur sculpté le long du chemin. Chacun nous aurait transmis des récits d'une immense importance historique, et ce n'est que l'idée de nouvelles prochaines visites qui nous réconciliait avec la pulsion de continuer. Mais même ainsi, nous nous arrêtions ici et là pour une pause, allumions la seconde lampe. Si nous avions disposé de plus de pellicules, nous aurions certainement fait d'autres pauses et photographié plus de bas-reliefs. Mais les dessiner à la main, par contre, pour le temps que cela nous aurait demandé, il en était clairement hors de question. J'en viens une fois de plus à une situation où la tentation, au moins l'hésitation à se contenter d'une allusion plutôt que d'un compte-rendu, est terriblement forte. Il est cependant nécessaire de révéler ce qui suit, au moins pour justifier ce que j'entreprends pour décourager de futures explorations. Nous étions parvenus très près de là où nous supposions trouver l'embouchure du tunnel. Ayant traversé un pont à 2 étages, au-dessus de ce qui semblait nettement l'extrémité d'une des branches étoilées, et descendant par un couloir en ruine, particulièrement riche en sculptures d'apparence rituelle, d'un style élaboré du temps de la décadence et du dernier stade de leur artisanat, quand vers 8h30, l'odorat très fin du jeune Danforth nous donna le premier signal de quelque chose d'inhabituel. Si nous avions eu un chien avec nous, je suppose que nous aurions été alertés plus tôt. Tout d'abord, il ne nous fut pas possible de dire ce qu'il se passait dans l'air auparavant d'une pureté de cristal. Mais après quelques secondes, nos deux mémoires réagirent sans ambiguïté. Que j'essaye de dire la chose sans trembler. Il y avait une odeur. Et cette odeur était vaguement, subtilement, mais immanquablement celle qui nous avait donné la nausée en ouvrant la tombe démente de l'horreur que le malheureux Lake avait disséquée. Bien sûr, la révélation ne nous en fut pas aussi précise ou immédiate que cela semble maintenant. Il y avait plusieurs explications possibles et cela nous fournit un bon intermède d'explications chuchotées et indécises. Le plus important de tout, c'était de ne pas faire retraite sans en savoir un peu plus. Étant arrivés aussi loin, il nous répugnait de nous voir repoussés par n'importe quoi qui ne serait pas un désastre certain. De toute façon, ce que nous commencions à suspecter était impossible à croire. De telles choses ne se produisent pas dans le monde normal. C'est probablement le pur et irrationnel instinct qui nous poussa à aveugler notre lampe unique, plus du tout tentés par les sculptures sinistres et décadentes qui nous surplombaient menaçantes depuis les murs oppressants, et qui réduisit notre progression à une précautionneuse avancée, pas à pas, rampant sur le sol de plus en plus encombré de détritus et de piles de débris. Les yeux de Danforth se révélèrent comme son odorat meilleur que les miens, parce que c'est lui qui remarqua le premier l'étrange aspect des débris, une fois que nous eûmes passé les voûtes quasi bouchées conduisant aux salles et couloirs du plus bas niveau. Ce n'était plus comme ça aurait dû être après ces innombrables milliers d'années de désertion, et quand avec précaution nous refîmes de la lumière, nous découvrîmes qu'une sorte de chemin semblait avoir été récemment tracé à travers eux. La nature irrégulière des détritus occultait toute marque définitive,
Mais dans les endroits plus dégagés, nous eûmes l'impression qu'on avait traîné des objets lourds. Une fois, nous pensâmes distinguer des traces parallèles, comme de patins, et cela nous arrêta de nouveau. C'est durant cette pause que nous parvint, devant nous, et simultanément, cette fois, l'autre odeur. Paradoxalement, c'était une odeur à la fois moins effrayante et plus effrayante. Moins effrayante en tant que telle, mais infiniment effrayante par le lieu et en de telles circonstances, à moins, bien sûr, que Jedney, parce que l'odeur était la simple et familière odeur du pétrole. Le pétrole ordinaire, de tous les jours. Mais nous ne pouvions nous convaincre l'un l'autre, ni même chacun vis-à-vis de lui-même, de quelque chose de défini. Nous avions éteint toute lumière, tandis que nous étions immobiles, et remarquâmes qu'une vague trace, profondément filtrée, de la lumière du jour empêchait l'obscurité d'être absolue. Ayant par réflexe repris notre marche en avant, nous nous guidions par les flashs intermittents de notre lampe. Ce dérangement des débris créait une impression que nous ne pouvions repousser, et l'odeur d'essence se faisait plus forte. Les ruines étaient de plus en plus nombreuses sous nos yeux. Nous y butions des pieds. Mais très vite, nous devinâmes que la marche en avant nous serait impossible. Nous avions été que trop justes dans nos pronostics pessimistes sur cette crevasse remontant jusqu'en haut. Notre ouverture de tunnel étant aveugle, nous ne pourrions même pas atteindre le niveau du sous-sol où il s'enfonçait vers les abysses. Les éclats de la lampe, tombant sur les murs grotesquement sculptés du couloir sans issue dans lequel nous nous tenions, montraient plusieurs voûtes dans différents états d'obstruction, et de l'une d'entre elles, l'odeur d'essence, parvenant à submerger toute trace d'autre odeur, était nettement plus perceptible. Comme nous y regardions avec plus d'attention, nous vîmes sans l'ombre d'un doute qu'il y avait eu un léger mais récent dégagement des débris derrière cette voûte. Quelque horreur qui puisse nous guetter de l'autre côté. L'avenue qui en partait nous sembla parfaitement manifeste. Je ne pense pas que quiconque s'étonnera que nous ayons attendu un temps appréciable avant de décider de repartir en avant. Et là, tandis que nous pénétrions sous la voûte noire, notre première impression fut celle de tomber de haut. Parmi les débris répandus de la crypte sculptée, un cube parfait d'environ 7 mètres de côté. Il n'y avait plus aucun objet de taille instantanément perceptible, et nous cherchâmes d'instinct, pourtant en vain, une ouverture supplémentaire. Un autre instant, cependant, et la vision aiguë de Danforth avait repéré un endroit où le sol jonché de débris avait été nettoyé et sur lequel nous braquâmes nos 2 torches à pleine puissance. Quand bien même ce qui nous fut révélé par cette lumière était terriblement simple et inconséquent, j'ai encore plus de réticence à en faire part pour les conséquences que cela implique. Sur le sol jonché de débris, plusieurs petits objets avaient été jetés sans soin, et une quantité considérable d'essence avait dû être versée dans un des coins, puisqu'on en percevait l'odeur même à cette super altitude du plateau. En d'autres mots, il n'en pouvait être autrement. Une sorte de camp, un camp établi par des êtres en errance comme nous, et qui, ici, avaient dû faire demi-tour, découvrant obstrué le chemin vers les abysses. Permettez-moi d'être clair. Les objets par terre provenaient tous, pour autant que ce soit une question d'importance, du camp du malheureux Lake, et consistaient en boîtes de conserve aussi bizarrement éventrées que celles que nous avions trouvées dans le lieu ravagé, et encore des allumettes, 3 livres illustrés, plus ou moins curieusement tachés, une bouteille d'encre vide dans sa boîte de carton illustré, un stylo plume cassé, quelques étranges lambeaux de vêtements de fourrure et de bâches de tente, une pile électrique usagée avec son mode d'emploi, une housse
qu'on employait pour les appareils de chauffage des tentes et un éparpillement de papier chiffonné. Tout cela était de mauvais augure en soi, mais quand nous fîmes le tri des papiers, nous comprîmes que nous n'étions pas encore au pire. Nous avions trouvé certains papiers inexplicablement tachés dans le camp, et cela aurait dû nous préparer, mais de les revoir ici, dans ces voûtes préhumaines de la ville de cauchemar, c'était quasiment impossible à supporter. Un Jedney fou pouvait y avoir fait ces groupes de points à l'imitation de ceux trouvés sur ces tombes démentes avec leurs monticules à 5 branches, et restait possible d'imaginer qu'il avait ébauché de sommaires et rapides schémas différents selon leur précision ou leur manque de détails qui reconstituaient les parties de la ville nous environnant et marquaient le chemin vers un lieu circulaire à l'écart de notre première route. Un lieu que nous identifiâmes, d'après les sculptures, comme une grande tour cylindrique et un grand golfe circulaire que nous avions remarqué lors de notre reconnaissance aérienne, chemin qui ramenait à cette structure étoilée où nous étions et l'ouverture du tunnel qui y débouchait. Il pouvait, je le répète, avoir ébauché ces schémas. Parce que ceux que nous avions devant nous étaient d'évidence compilés comme l'avaient été les nôtres, depuis les plus tardives sculptures, ici, dans le labyrinthe glacial, même si ce n'était pas celle que nous avions vue et recopiée. Mais ce qu'un exécutant sans art n'aurait jamais pu faire était de réaliser ses dessins dans cette technique étrange, experte, et peut-être en dépit de la hâte et du manque de soins supérieur à tout autre dont témoignent ces sculptures décadentes qui leur avaient servi de modèle, la technique indiscutable et les caractéristiques des grands anciens eux-mêmes au grand jour de leur ville morte. Il y a ceux qui diront que Danforth et moi-même devions être complètement fous pour ne pas nous être enfuis au péril de nos vies après cela, puisque nos conclusions, maintenant, indépendamment de leur extravagance, étaient désormais certaines et d'une nature sur laquelle je n'ai pas besoin de revenir pour tous ceux qui ont lu ce compte-rendu jusqu'ici. Peut-être étions-nous fous. N'ai-je pas dit que ces horribles pics étaient les montagnes de la folie ? Mais je crois que je peux détecter quelques pulsions du même ordre. Cependant, dans une forme moins extrême, dans les hommes qui traquent jusqu'à la mort les bêtes sauvages des jungles d'Afrique pour les photographier ou étudier leurs mœurs. Aussi demi-paralysés de terreur que nous fussions, il y avait au-dedans de nous cette flamme brûlante d'émerveillement et de curiosité qui ne s'est jamais éteinte et a triomphé à la fin. Bien sûr, nous n'escomptions pas faire face à ce que ou ceux que nous savions avoir été là, mais nous pensions qu'ils en étaient partis maintenant. À l'heure qu'il était, ils avaient dû trouver l'ouverture voisine pour les abysses et s'en étaient allés rejoindre ces blocs de passé noirs comme la nuit qui les attendait dans le golfe ultime qu'ils n'avaient jamais vu. Ou si cette entrée était obstruée elle aussi, ils s'en seraient allés vers le nord, en trouver une autre. Ils étaient, nous souvenions-nous, en partie indifférents à la lumière. À considérer de nouveau ce moment, je peux à peine me souvenir quelle forme précise avaient pris nos émotions. Seulement que ce changement d'objectif avait considérablement aiguisé notre espoir latent. Nous n'escomptions certainement pas faire face à ce dont nous avions peur. Je ne dénie cependant pas que nous aurions volontiers observé certaines choses dans le souhait inconscient de les espionner depuis quelque avantageux repère caché. Nous n'avions probablement pas renoncé à notre entreprise d'apercevoir l'abysse lui-même, mais s'interposait là un nouveau but. En l'occurrence, la grande construction circulaire désignée sur les schémas brouillés que nous avions trouvés.
Nous l'avions identifiée de suite comme une monstrueuse tour cylindrique présente dès les plus primitives sculptures qui n'apparaissait vue d'avion que comme un trou rond prodigieux. Quelque chose dans la force de ces représentations, même dans ces dessins grossiers, nous laissait penser que ces niveaux sous-glaciaires devaient constituer un ensemble de singulière importance. Peut-être intégrant des merveilles architecturales telles que nous n'en avions jamais rencontrées. Elle était probablement d'un âge incroyable, si l'on en croyait les sculptures où elle figurait, existant déjà parmi les premières constructions de la ville. Ces sculptures, si elles n'étaient pas détruites, ne pouvaient être que hautement signifiantes. Encore mieux, elles pourraient nous fournir un accès plus commode pour revenir à la surface, un chemin plus court que celui que nous avions si soigneusement marqué et probablement que celui par lequel ces autres étaient descendus. En tout cas, ce que nous fîmes avait été d'étudier les terribles schémas qui concordaient presque parfaitement avec les nôtres, et de rebrousser chemin dans la direction indiquée de la construction circulaire, la même route que nos prédécesseurs sans nom devaient avoir parcourue 2 fois avant nous. Les autres ouvertures les plus proches vers les abysses étaient au-delà. Je n'ai pas besoin de parler de notre voyage, pendant lequel nous continuâmes de disposer à l'économie des marques de papier, parce qu'il était exactement de la même sorte que celui qui nous avait menés à ce cul-de-sac, sinon qu'il semblait coller de plus près au niveau de base et même emprunter des couloirs du sous-sol. Souvent, ici et là, nous notions les marques de perturbation certaines dans les débris et détritus sous nos pieds. Et après être sortis de la zone où l'odeur d'essence était perceptible, nous redevînmes conscients, faiblement, par intermittence, de cette odeur bien plus hideuse que persistante. Après que cet itinéraire avait bifurqué depuis notre chemin initial, nous nous contentions de furtifs balayages de notre unique lampe le long des murs, remarquant presque chaque fois la quasi-omniprésence des sculptures qui, d'évidence, avaient constitué une des principales prouesses esthétiques des grands anciens. Vers 9h30 du soir, en suivant les voûtes d'un couloir dont la base de plus en plus glacée semblait plus basse que le sol extérieur et dont le toit s'élevait à mesure que nous avancions, nous commençâmes à percevoir une forte lueur diurne en avant et pûmes définitivement éteindre notre lampe torche. Cela confirma que nous étions entrés dans la grande construction circulaire et que notre distance par rapport à l'air libre ne devait pas être considérable. Le couloir finissait par une voûte surprenamment basse pour ces ruines mégalithiques, mais qui nous laissa considérer le lieu avant même d'y pénétrer. Devant nous, un espace circulaire prodigieux, au moins 70 mètres de diamètre, encombré de débris et entouré de nombreuses voûtes obstruées comme celles que nous nous apprêtions à franchir. Tout l'espace disponible des murs était sculpté d'une bande en spirale, aux proportions héroïques et affichait, malgré l'érosion et les intempéries, puisque le lieu était ouvert au dehors, une splendeur artistique loin au-delà de tout ce que nous avions rencontré auparavant. Le sol, couvert de détritus, était lourdement glacé, ce qui nous donna à penser que le véritable niveau de base était à une profondeur considérable. Mais la chose la plus remarquable de l'endroit, c'était la rampe de pierre titanesque qui, rejoignant les voûtes par une forte spirale collée à l'enceinte circulaire ouverte, escaladait le mur de ce cylindre ahurissant, en contrepoint intérieur à ceux qui autrefois s'élançaient au dehors des tours et ziggourats monstrueuses de l'antique Babylone. C'est seulement la rapidité de notre survol et l'erreur de perspective qui nous fit confondre cette rampe avec le mur intérieur de la tour, qui nous avait empêché de remarquer cet ensemble depuis l'avion et fait ainsi choisir un autre point de départ pour descendre sous le niveau glaciaire. Peabody aurait été capable de nous dire quelle sorte de technique avait permis d'ériger une telle construction, mais Danforth et moi-même devions nous contenter d'admirer et de nous émerveiller.
Et c'étaient de puissants encorbellements de pierres et des piliers disséminés, mais ce que nous voyions ne nous semblait pas en adéquation avec la fonction supposée. Tout cela trop bien préservé jusqu'au niveau actuel de la tour. Une circonstance vraiment remarquable au regard de son exposition aux dommages. Et cet abri protecteur aménagé pour des sculptures bizarres, cosmiques, perturbantes sur tous les murs. Et nous débouchâmes dans cette plaisante demi-lumière tombant du monstrueux dessus de ce cylindre de 50 millions d'années, sans aucune hésitation, la plus primitive des anciennes structures que nous ayons vues, découvrant que la rampe traversait une suite de niveaux d'au moins 20 mètres de haut. Ceci, à nous souvenir de notre vol de reconnaissance, signifiait une épaisseur glaciaire extérieure d'une douzaine de mètres. L'ouverture circulaire bâillant que nous avions aperçue de l'avion était en haut un monticule d'à peu près 7 mètres de déblais effondrés et protégé aux 3/4 de sa circonférence par le recourbement massif des murs sur une ligne de ruines plus haute. D'après les sculptures, la tour originelle s'élevait au centre d'une immense place circulaire et était peut-être haute de 200 ou 300 mètres, avec des chapeaux de disques horizontaux près du haut et un rang de flèches minces comme des aiguilles le long du bord supérieur. La grande partie de la maçonnerie s'était évidemment effondrée à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Une véritable chance, puisque la rampe, sinon, aurait été détruite et le volume intérieur obstrué. Tel que c'était, la rampe se montrait bien endommagée, tandis que la partie obstruée était telle que toutes les voûtes du niveau le plus bas semblaient n'avoir été que tout récemment dégagées. Cela ne nous prit qu'un instant pour en conclure que c'était bien sûr la route que les autres avaient prise pour descendre et que ce serait notre route logique pour remonter, en dépit de la longue traîne de papier que nous avions laissée. L'embouchure de la tour n'était pas plus loin des contreforts de la montagne et de l'avion qui nous attendait que le bâtiment à grande terrasse par lequel nous étions entrés. Et dans toute exploration subglaciaire à venir, nous repartirions de cette zone particulière. Bizarrement, nous en étions encore à penser à de possibles explorations à faire, même après ce que nous venions de voir et de supposer. Et c'est alors que nous reprenions précautionneusement notre chemin dans les débris du sous-sol principal que nous découvrîmes ce qui, pour un temps, exclut toute autre préoccupation. Dans cet angle le plus éloigné du bas de la rampe, au terme de leur course venue du dehors, nous étions face aux 3 traîneaux imbriqués. Ils étaient ici, les 3 traîneaux manquants du camp de Lake, disloqués par un usage inapproprié qui avait dû inclure un remorquage de force tout au long des déblais et des débris sans neige, et même portés à la main dans des passages où rien d'autre n'était possible. Ils étaient soigneusement et intelligemment rangés, chargés, et contenaient des choses qui nous étaient suffisamment familières. Le poêle à pétrole, des jerrycans d'essence, des étuis à instruments, des boîtes de conserve, des bâches toutes renflées de nos livres, et d'autres renflements ne laissant pas deviner ce qu'elles abritaient, sinon que tout provenait de l'équipement de Lake. Après ce que nous avions trouvé dans l'autre salle, nous étions dans une certaine mesure préparés à cette rencontre. Le véritable choc se produisit quand nous approchâmes et commençâmes à défaire une des bâches dont le contour nous inquiétait singulièrement. Il semblait que ces autres, comme ça avait été le cas de Lake lui-même, avaient trouvé utile d'en collecter des échantillons représentatifs, parce qu'ils étaient là tous deux profondément congelés, parfaitement préservés, leurs blessures au niveau du cou soigneusement réparées avec de la bande adhésive et enveloppées avec un soin évident pour éviter d'autres dommages. C'étaient les corps du jeune Jedney et du chien manquant. Fin du chapitre 9.
Chapitre 10. Bien des gens nous jugeront sans cœur, voire insensés, d'avoir de nouveau pensé aux tunnels du Nord et aux abysses, sitôt après notre macabre découverte, et je n'ai rien à y répondre, sinon qu'une circonstance spécifique raviva nos pensées à ce propos et engendra une nouvelle série de spéculations. Nous venions de replacer la bâche sur le malheureux Jedney et demeurions là dans une sorte de stupéfaction muette, quand des bruits nous parvinrent finalement à la conscience. Les premiers sons que nous ayons entendus depuis que le vent des montagnes s'était affaibli puis avait disparu de ces hauteurs inhospitalières, si banals et connus qu'ils étaient. Leur présence en ce lointain monde de la mort était plus inattendue et troublante que tout son grotesque ou fabuleux aurait pu l'être, parce que voilà, il nous renvoyait à neuf toutes nos notions d'harmonie cosmique. Quand bien même ça aurait été une variante de cette bizarre émission musicale sur une large étendue de gamme que le rapport de dissection de Lake nous avait conduit à attendre de ces créatures, et que bien sûr nos imaginations déjà trop sollicitées nous avaient fait suspecter dans chaque hurlement du vent depuis notre arrivée dans le camp de l'horreur, elle aurait été une incongruité cauchemardesque dans la zone morte depuis des éternités qui nous entourait. Une voix, provenant d'une autre époque, appartient aux tombes de cette époque. Tel qu'il était pourtant, ce bruit ébranla toutes nos certitudes les plus profondément ancrées, toute notre acceptation tacite de l'Antarctique intérieure comme un immense, extrême et irrévocable désert, égal en cela au disque stérile de la Lune, dépourvu de tout vestige de la vie normale. Ce que nous entendions, ce n'étaient pas les notes fabuleuses de ces autres d'un temps révolu, enfouies de façon blasphématoire et dont la résistance surnaturelle, une fois ramenée au soleil polaire, nous avait fait échafauder une monstrueuse réponse. Au lieu de cela, c'était une chose aussi moqueusement normale et si infailliblement naturelle depuis notre mouillage au large de la terre de Victoria et notre premier camp de McMurdo, que nous frissonnâmes de penser à ce que c'était, quand cela nous provenait d'où cela n'aurait jamais dû être. Pour le dire clairement, il s'agissait simplement de gloussements rauques de manchots. Le son étouffé provenait d'un renfoncement presque diamétralement opposé à l'ouverture du couloir que nous suivions, la zone dans la direction que manifestement nous aurions à suivre pour trouver cet autre tunnel vers les abysses. La présence d'un oiseau aquatique vivant dans cette zone, dans un monde dont la surface était uniformément dépourvue de vie depuis des éternités, ne pouvait mener qu'à une seule conclusion. Et pourtant, notre première pensée fut de vérifier la réalité objective de ce bruit. Bien sûr, il se répétait, et nous sembla plus d'une fois émis par une multitude de voix. Cherchant d'où cela provenait, nous entrâmes sous une voûte d'où la plupart des débris avaient été déblayés. Reprenant le traçage de notre itinéraire, avec une nouvelle réserve de papier dont nous nous servions avec une curieuse répugnance, l'ayant prise sous une des bâches des traîneaux retrouvés, de nouveau nous nous éloignâmes de la lumière du jour. Quand de glacé le sol fit de nouveau place à la couche de détritus, nous discernâmes nettement de curieuses traînées, et c'est Danforth qui la trouva, la très distincte empreinte d'une espèce dont la description ici serait superflue. La direction indiquée par les cris du manchot était précisément celle où notre carte et notre compas désignaient les environs de l'embouchure du tunnel plus au nord. Et nous fûmes heureux de constater qu'un raccourci sans passerelle, mais au niveau de base des sous-sols, semblait accessible. Le tunnel, selon nos relevés, devait commencer au pied d'une large structure pyramidale dont nous croyions nous souvenir vaguement depuis notre survol avec l'avion et qui était remarquablement préservée. Tout au long de notre chemin, notre unique lampe torche allumée nous montrait l'habituelle profusion de sculptures, mais jamais nous ne nous arrêtâmes pour les étudier. Une forme blanche corpulente surgit soudain en avant de nous.
nous allumâmes la seconde lampe torche. C'est bizarre comme cette nouvelle poursuite avait détourné nos esprits des peurs précédentes ou de ce qui pouvait nous guetter tout auprès. Ces autres, ayant abandonné leur possession dans la grande structure circulaire après leur expédition, devaient tenter de revenir vers ou dans les abysses. Mais nous avions délaissé toute précaution les concernant, comme s'ils n'avaient jamais existé. Cette chose blanche qui se dandinait faisait au moins 2 mètres de haut, et pourtant nous n'avions pas pensé tout d'abord que c'était l'un d'entre eux. Ils étaient plus larges, plus foncés, et si nous en croyions les sculptures, leur déplacement sur les surfaces terrestres plus souples et assurés en dépit de l'étrangeté de leurs tentacules et de ce qui leur restait de vie marine. Mais dire que cette chose blanche ne nous aurait pas profondément effrayés serait vain. Nous fûmes bien sûr un instant paralysés par une peur primitive, d'autant plus aiguë qu'elle était la pire au regard de toutes les autres. Notre résolution fut prise alors en un instant quand la forme blanche se glissa dans une galerie latérale sur notre gauche pour être rejointe par 2 autres de son espèce, prévenus par ces appels rauques, parce que c'était effectivement un manchot, d'une espèce géante, inconnue, plus grande que le plus grand des manchots connus, et d'une monstrueuse conjonction d'albinisme et de cécité quasi complète. Quand nous eûmes suivi la chose blanchâtre sous la voûte et braqué nos torches sur le groupe des 3 volatiles indifférents et impassibles, nous constatâmes qu'il s'agissait d'albinos aveugles, de la même espèce géante et inconnue. Leur taille nous rappela quelques-uns des manchots archaïques représentés dans les sculptures des grands anciens, et nous ne fûmes pas longs à en conclure qu'ils étaient les descendants de la même branche, ayant sans aucun doute survécu grâce à une retraite dans quelques zones intérieures plus chaudes, dont la perpétuelle obscurité avait détruit leur pigmentation et atrophié leurs yeux devenus des fentes inutiles. Que leur présent habitat soit dans ces vastes abysses, nous pensâmes, il n'y avait pas à en douter. Et cette preuve d'une chaleur persistante et de son habitabilité renchérit encore notre curiosité et perturba quelque peu notre imagination. Nous nous demandions aussi ce qui avait pu faire que ces 3 volatiles se soient aventurés si loin de leur domaine habituel. Ce qui pesait de silence sur la grande cité morte prouvait sans conteste qu'elle n'avait jamais été un lieu de colonie saisonnière, tandis que cette indifférence du trio à notre présence rendait improbable que le passage d'un groupe de ces autres les eût effrayés. Était-il possible que ces autres aient mené une action agressive pour tenter d'accroître leur réserve de viande ? Nous doutions que cette odeur mordante qui avait tant révulsé les chiens ait provoqué une antipathie du même ordre chez ces manchots, puisque leurs ancêtres avaient d'évidence vécu en excellents termes avec les grands anciens. Une relation amicale qui devait avoir survécu dans les abysses tant que les grands anciens y demeurèrent aussi. Regrettant, dans une recrudescence du pur esprit de la vieille science, de ne pouvoir photographier ces créatures anormales, nous les laissâmes bientôt à leur gloussement et poussâmes plus avant vers les abysses, dont le débouché ici nous était désormais clairement prouvé et dont les traces éventuelles des manchots nous donneraient la direction exacte. Peu après, une abrupte descente dans un couloir long et bas, dépouillé de sculptures, sans ouverture latérale, nous conduisit à penser que nous approchions enfin du tunnel lui-même. Nous dépassâmes 2 autres manchots et en entendîmes d'autres un peu plus loin. Puis le couloir finissait dans un lieu ouvert, prodigieux, qui nous fit involontairement sursauter. Un hémisphère inversé, parfait, qui d'évidence s'enfonçait profondément dans le sous-sol, de largement 30 mètres de diamètre, d'une quinzaine de mètres de hauteur, avec des voûtes basses, ouvrant au pourtour sur toute la circonférence, sauf une, celle-ci,
une caverne noire bâillant sous une ouverture voûtée qui brisait la symétrie de l'ensemble pour être haute de presque 5 mètres. Telle était l'entrée des grands abysses. Dans ce vaste hémisphère, dont le toit concave, même de la période décadente, était sculpté de façon impressionnante pour mimer le dôme céleste primitif, quelques manchots albinos se dandinaient, étrangers ici, mais toujours indifférents et aveugles. Dans le noir tunnel bâillait un escalier, volet infini de marches hautes, l'ouverture ornée de montants et piliers grotesquement sculptés. Dans l'ouverture de cette crypte, nous perçûmes un léger courant d'air chaud et même un soupçon de vapeur, et nous nous demandâmes quelles autres entités vivantes pouvaient receler le vide sans limite du dessous et la structure en nid d'abeilles contiguë aux montagnes titanesques. Nous nous demandions aussi si la fumée décelée tout en haut de la montagne, comme le suspectait le malheureux Lake, et l'étrange brouillard couronnant le rempart en haut des pics que nous avions nous-mêmes aperçus, ne pouvait pas être provoqué par les émanations tortueuses de telles vapeurs depuis ces régions insondées du cœur de la terre. Entrant dans le tunnel, nous évaluâmes son profil, du moins au départ, à 5 mètres de part et d'autre, les flancs, le sol et la voûte étant composés de la même maçonnerie mégalithique. Les flancs étaient décorés, mais rarement de cartouches aux motifs conventionnels, dans le dernier style de la décadence, cependant, et toutes les constructions et sculptures merveilleusement bien préservées. Le sol était quasiment dégagé, les quelques détritus laissés par le passage des manchots et les traces des autres. Plus nous avancions, plus cela se réchauffait. Et nous dûmes bientôt déboutonner nos lourdes fourrures. Nous nous demandions s'il y avait réellement des manifestations géothermiques là-dessous, et si les eaux de ce monde sans soleil étaient chaudes. Après une courte distance, la maçonnerie fit place à la roche brute, même si le tunnel gardait les mêmes proportions et présentait le même aspect avec régulièrement des sculptures. Parfois la pente changeait, et de plus grosses marches étaient taillées dans le sol. Plusieurs fois, nous notâmes les ouvertures de petites galeries latérales ne figurant pas dans nos diagrammes. Aucune d'elles n'était susceptible de compliquer le problème du retour, et elles nous fournissaient au contraire de possibles refuges, si nous en venions à rencontrer des entités malvenues remontant des abysses. L'odeur innommable de ces choses était parfaitement distincte. Sans aucun doute, c'était une folie suicidaire de s'aventurer dans ce tunnel dans de telles conditions, mais l'attrait de l'inconnu est plus fort chez certaines personnes qu'on pourrait le supposer. Bien sûr, c'était ce même attrait qui nous avait tout d'abord amenés dans ces inhospitalières et géantes étendues polaires. De nouveau, en avançant, nous croisâmes d'autres manchots et spéculions sur la distance que nous aurions à parcourir. Les sculptures nous avaient conduits à l'hypothèse d'une descente d'environ 2 kilomètres pour déboucher sur l'abysse, mais nos précédentes étapes nous avaient démontré que nous ne devions pas nous fier aux échelles des cartes sculptées. Après 400 mètres environ, l'odeur innommable se fit plus accentuée, et nous relevions avec soin les accès aux ouvertures latérales que nous dépassions. Il n'y avait plus de vapeur visible comme à l'entrée, mais c'était dû sans aucun doute au manque d'air froid en compensation. La température grimpait rapidement, et nous ne fûmes pas surpris de tomber sur un entassement sans soin de matériel pour nous incroyablement familier. C'était le reste des fourrures et des bâches de tentes prises au camp de Lake. Mais il ne nous était pas possible de nous arrêter pour étudier comment tout cela avait été lacéré et gâché. Peu après, nous remarquâmes une nette augmentation dans la taille et le nombre des galeries latérales, et nous en conclûmes que nous avions atteint la zone montagneuse creusée en dense nid d'abeilles. L'odeur innommable se mélangeait curieusement avec une autre, beaucoup moins offensive. De quelque nature, nous ne pouvions le deviner,
Même si nous avions pensé à des organismes pourrissants ou peut-être des champignons souterrains inconnus. Puis survint une étonnante expansion du tunnel, à laquelle les sculptures ne nous avaient pas préparés, s'élargissant, s'élevant pour devenir une caverne qui semblait naturelle, elliptique, avec une surface au sol d'environ 25 mètres de long, 15 de large et une multitude d'immenses passages latéraux menant au-delà, dans une obscurité de crypte. Même si cette caverne était d'apparence naturelle, une inspection avec nos 2 torches suggérait qu'elle avait été formée par la destruction artificielle de plusieurs parois, entre certaines des cellules de la structure en nid d'abeille. Les murs, encore rugueux, et le haut toit en voûte épais, avec des stalactites, mais le sol de pleine roche avait été déblayé et resté libre de tout débris, détritus et même de poussière, jusqu'à un soin anormal. Or, l'avenue par laquelle nous étions arrivés, c'était aussi le cas de toutes les galeries donnant sur cette salle, et nous réfléchissions en vain à la singularité de cette situation. Cette odeur fétide qui s'était ajoutée à l'autre, l'innommable, était devenue prégnante désormais, au point de détruire toute trace de la précédente. Quelque chose de cette salle, avec son sol poli, presque brillant, nous frappait comme encore plus déconcertant et horrible que les choses monstrueuses que nous avions rencontrées auparavant. La régularité du passage qui nous faisait face, aussi bien que les perspectives encore plus grandes des manchots croupissant ici, nous permirent d'éviter toute confusion quant à l'itinéraire à suivre parmi la pléthore de cavernes toutes aussi grandes. Nous ne manquerions pas, cependant, de continuer notre repérage par des lanières de papier si nous devions aborder de nouveau une zone plus complexe, puisque, évidemment, nous ne disposerions plus pour cela de traces dans la poussière. Ayant repris notre progression directe, nous projetâmes nos lampes sur les murs du tunnel et nous arrêtâmes court, surpris par le changement suprêmement radical des sculptures dans cette partie du passage. Nous avions compris, bien sûr, la décadence ultime de la sculpture des grands anciens lors du percement de ce tunnel, et avions tout aussi bien remarqué la qualité inférieure de l'artisanat dans les arabesques et les plaintes que nous avions dépassées. Mais maintenant, dans cette section plus profonde qui venait après la caverne, la différence soudaine entraînait une toute autre explication. Une différence dans la nature basique aussi bien que dans la qualité même, démontrant une dégradation si calamiteuse et si profonde de l'habileté que rien de ce que nous avions observé de leur lent déclin ne nous y avait préparé. Cet art nouveau, dégénéré, était grossier, rudimentaire, manquant totalement de finesse dans le détail. C'était compensé par une profondeur exagérée dans les bandes reprenant les motifs des rares cartouches plus anciens, mais la hauteur de ces bas-reliefs ne rejoignait jamais le niveau de la surface principale. Danforth émit l'hypothèse qu'il s'agissait d'une seconde couche de sculpture, une sorte de palimpseste formé en recreusant et effaçant un dessin antérieur. C'était d'une nature principalement décorative, conventionnelle, et consistait en spirales brutes et angles qui suivaient grossièrement... C'était d'une nature principalement décorative et conventionnelle et consistait en spirales brutes et angles qui suivaient grossièrement la tradition mathématique pentagonale des grands anciens, mais qui se seraient mis à en être la parodie plutôt qu'à la perpétuer. Nous ne pouvions pas nous enlever de l'esprit qu'un élément subtilement mais profondément étranger s'était mêlé au sentiment esthétique qui en sous-tendait la technique. Un sentiment étranger, prétendait Danforth, responsable d'une substitution laborieuse mais manifeste. Cela semblait être, même si cela en différait de façon troublante, ce que nous avions appris à reconnaître comme l'art des grands anciens. Et je me souvenais avec persistance de choses hybrides de cette sorte dans les disgracieuses sculptures de Palmyre copiant la manière romaine.
Que les autres eussent récemment remarqué ce ruban de sculpture, la pile usée d'une lampe torche sur le sol devant un motif les plus caractéristiques en témoignait. Ne pouvant nous permettre de dépenser un temps plus considérable en études, nous reprîmes notre avancée après cet aperçu général, tout en lançant de fréquents coups de sonde lumineux sur les murs pour voir si s'y développaient de nouveaux changements décoratifs. Nous ne remarquâmes rien de cette sorte, même si les sculptures devenaient plus rares en raison des nombreuses ouvertures vers les tunnels latéraux sur un sol toujours propre et poli. Nous vîmes et entendîmes moins de manchots, mais pensâmes percevoir l'écho infiniment distant d'un de leurs groupes quelque part profondément sous terre. L'odeur inexplicable et nouvelle devenait abominablement forte, et à peine pouvions-nous détecter un rare indice de l'autre odeur, l'innommable. Des bouffées visibles de vapeur devant nous témoignaient des contrastes grandissants de température et de la proximité relative des falaises sans soleil surplombant la mer des abysses. Alors, de façon inattendue, nous constatâmes devant nous certaines obstructions sur le sol poli. Des obstructions qui en aucun cas ne pouvaient provenir des manchots. Et allumâmes notre seconde torche, après nous être assurés que ce que nous voyions était parfaitement immobile. Fin du chapitre 10. Chapitre 11, avant-dernier. Et de nouveau, j'arrive à un point où il m'est très difficile de procéder. Je devrais m'être endurci à cette étape, mais il y a certaines expériences et injonctions qui laissent des cicatrices trop profondes pour permettre d'en guérir et accroissent la sensibilité au point que sans souvenir en reconvoque toute l'horreur initiale. Nous avions vu, j'ai dit, que le sol poli devant nous était obstrué. Je dois ajouter que nos narines étaient simultanément assaillies par une intensification curieuse de cette fétidité maintenant prédominante, mêlée à la puanteur innommable de ces autres qui nous avaient précédés. La lumière de la seconde torche ne laissait aucun doute sur ce qu'était cette obstruction, et nous n'en approchâmes que parce que nous pouvions voir, même à cette distance, qu'ils étaient tout aussi dépourvus de vie que l'étaient les 6 spécimens déterrés du monstrueux monticule étoilé de la tombe trouvée dans le camp du malheureux Lake. Et ils étaient tout autant mutilés que ceux que nous avions déterrés, même s'il était avéré, pour l'épaisse liqueur verdâtre qui s'écoulait autour d'eux, que leur mutilation était infiniment plus récente. Il semblait n'y en avoir que 4. Là où le rapport de Lake n'en suggérait pas moins de 8 à avoir formé ce groupe qui nous avait précédés. De les retrouver dans cet état était totalement inattendu, et nous nous demandions quel monstrueux combat s'était déroulé ici dans la nuit. Des manchots, attaqués en groupe, auraient répliqué sauvagement avec leurs becs, et notre oui nous confirmait désormais l'existence d'une colonie bien au-delà. Ces autres avaient-ils perturbé un tel endroit, provoqué une poursuite allant jusqu'au meurtre? Leur entassement ne le suggérait pas, et les becs de ces manchots n'auraient pas eu raison des rudes tissus que Lake avait disséqués et pouvaient difficilement expliquer les terribles dégâts que nous commencions à discerner en approchant. À côté, ces géants volatiles aveugles que nous avions vus apparaissaient singulièrement pacifiques. S'était-il produit, parmi le groupe de ces autres, un affrontement dont les 4 absents étaient les responsables? S'il en était ainsi, où étaient-ils? Étaient-ils à proximité? Étaient-ils à proximité? Constituaient-ils pour nous une menace immédiate? Nous surveillions avec anxiété quelques-uns des passages latéraux au sol poli et nettoyé, tout en continuant notre lente et réticente progression. Quel que fût ce conflit, il avait clairement effrayé les manchots au point de les disperser inhabituellement. Cela avait dû se produire près de cette colonie dont
nous entendions au loin le bruit dans ces incalculables golfes plus loin, puisqu'il n'y avait aucun signe que ces oiseaux aient vécu ici. Peut-être, réfléchissions-nous, y avait-il eu un combat prolongé par une fuite hideuse, la partie la plus faible cherchant à rejoindre les abris disséminés de la rive où leurs poursuivants les avaient achevés. On pouvait s'imaginer le combat démoniaque entre ces monstrueuses entités sans nom, surgissant des noirs abysses parmi d'effrayants nuages de manchots effrayés, piaillant, se dandinant partout. J'ai dit que nous nous étions approchés très lentement, avec répugnance, de cet obstacle étalé et estropié. Que le ciel nous ait épargné de nous en être jamais approchés, qu'il nous eût permis de nous enfuir à toute vitesse de ce tunnel du blasphème, sur ces sols lisses et graisseux sous ces peintures dégénérées se moquant des choses qu'ils avaient remplacées, s'enfuir avant d'avoir vu ce que nous avons vu et avant que nos esprits se soient brûlés de ce qui plus jamais ne nous laissera librement respirer. Nos 2 torches braquées sur l'assemblage inerte, nous réalisâmes bien vite que le facteur dominant de leur... Nos 2 torches braquées sur l'assemblage inerte, nous réalisâmes bien vite le facteur dominant de leur mutilation. Déchiquetés, écrasés, tordus, fracassés comme ils l'étaient, le trait principal de toutes leurs blessures, c'était une décapitation complète. De chacun d'eux, la tête étoilée aux tentacules avait été arrachée, et quand nous approchâmes, ce fut pour découvrir que la façon dont ça avait été accompli tenait plus d'un diabolique écartèlement ou succion que de toute autre forme ordinaire de décollement. Leur immonde liqueur vert sombre formait une large flaque profonde, mais sa puanteur était oblitérée par cette odeur récente et étrange, plus mordante ici que n'importe où sur notre chemin. C'est seulement une fois très près de leur entassement étalé que nous pûmes établir le lien de cette inexplicable et fétide nouvelle odeur à une source antérieure. Et à l'instant où nous y parvînmes, Danforth, se souvenant de certaines sculptures si vivantes de l'histoire des grands anciens à l'âge permien, il y a 150 millions d'années, fut saisi d'un cri torturé qui résonna hystériquement dans les voûtes de ce passage archaïque et le palimpseste de ces sculptures maudites. Et je faillis moi-même m'écrier comme lui, parce que je les avais vues, moi aussi, ces sculptures primitives, et j'avais frissonné en admirant la manière dont l'artiste sans nom avait suggéré cette hideuse masse visqueuse et laissé délibérément estropier les grands anciens prostrés, ceux que d'effrayants shoggoths avaient assassinés et sucés de façon caractéristique dans une épouvantable décapitation lors de la vieille guerre de Nouvelle Soumission. C'était d'infâmes sculptures de cauchemars, même évoquant des choses aussi anciennes et disparues. Ces shoggoths et leurs œuvres n'avaient pas à être vus par les êtres humains, ni représentés par quiconque. L'auteur fou du Necronomicon avait anxieusement tenté de jurer que rien qui y ressemblât n'avait jamais poussé sur cette planète et que seuls quelques rêveurs sous drogue l'avaient conçu. D'informes protoplasmes capables de singer et de refléter toutes les formes et organes ou processus, des agglutinations visqueuses de bulles cellulaires, souples, infiniment plastiques et ductiles, sphéroïdes caoutchouteux de 5 mètres de diamètre, esclaves, par suggestion, constructeurs de villes de plus en plus menaçants, de plus en plus intelligents, de plus en plus amphibies, de plus en plus clones. Grand Dieu, ces grands anciens si blasphématoires qu'ils soient, quelle folie les avait fait sculpter et se servir de telles choses. Et là, alors que Danforth et moi regardions cette épaisse boue noire
avec des reflets iridescents et une fraîcheur miroitante adhérant au corps sans tête et puant obscènement de cette nouvelle odeur inconnue dont seule une imagination malade pouvait imaginer la cause. Adhérente à ces cadavres, mais se faisant moins étincelante sur les parties lisses de ces maudits murs aux sculptures palimpsestes dans leur série de points groupés. Nous eûmes un aperçu de la peur cosmique dans ses plus extrêmes profondeurs. Ce n'était pas la peur de ces 4 autres qui manquait, parce que nous soupçonnions qu'ils ne nous feraient plus aucun mal. Pauvres diables! Après tout, ils n'étaient pas les pires démons de leur espèce. Ils étaient les hommes d'un autre âge, d'un autre ordre de l'être. La nature leur avait joué une infernale plaisanterie, comme cela serait le cas pour bien d'autres, que la folie, la dureté, la cruauté humaine les avaient attirés vers cette mort hideuse dans le sommeil polaire le plus désolé, pour leur tragique retour à la maison. Ils n'avaient jamais été sauvages. Pourquoi faire l'aurait-il été ? Cet affreux réveil dans le froid d'une époque inconnue, peut-être une attaque par ces quadrupèdes aboyant et mordant frénétiquement, et la confuse défense qu'ils entreprendraient, mais ces êtres simiesques, également frénétiques avec leurs étranges accoutrements et leurs singuliers bazars, pauvres Lake, pauvres Jedney, et pauvres grands anciens. Pour les scientifiques au moins, qu'avaient-ils fait que nous n'aurions pas fait à leur place ? Dieu, quelle intelligence, quelle opiniâtreté, quel courage à affronter l'incroyable, juste comme leurs parents et ancêtres sculptés avaient affronté des choses à peine moins incroyables. Radiaires, végétaux, monstruosités, tombés des étoiles, quoi qu'ils aient été, c'étaient des hommes. Ils avaient traversé les pics glacés pour rejoindre ces pentes et temples qu'ils avaient autrefois vénérés et remonté parmi les fougères arborescentes. Ils avaient retrouvé leur cité morte, endormie sous sa malédiction, et appris son histoire sculptée comme nous l'avions fait. Ils avaient essayé de rejoindre leurs compagnons survivants dans les fabuleuses profondeurs d'abysses qu'ils n'avaient jamais vues. Et qu'avaient-ils trouvé ? Tout cela éclatait en nous, Danforth et moi-même, à l'unisson, alors que nous contemplions ces formes lacérées et couvertes de boue sous ces affreuses sculptures palimpsestes et ces diaboliques groupes de points maculés de frais sur les murs auprès d'eux. Regardions et comprenons ce qui avait dû triompher et survivait ici-bas dans la ville sous-marine cyclopéenne de ces abysses aveugles peuplés de manchots, où maintenant les volutes fétides d'un sinistre brouillard avaient commencé de nous envelopper comme en réponse aux cris hystériques de Danforth. Le choc, reconnaissant cette boue monstrueuse et sans tête, nous avait figés dans une muette paralysie de statues, et c'est seulement lors de nos conversations ultérieures que nous avons décrypté la vraie nature de nos pensées en cet instant. Il nous avait semblé nous tenir là des éternités, mais en réalité, cela n'avait pas dû être plus que 10 à 15 secondes. Ce brouillard blanc et sinistre nous enveloppait comme si propulsé face à nous par quelque masse avançant, puis survint un son qui bouleversa tout ce que nous avions décidé et leva brutalement le sort qui nous figeait, nous poussant à courir comme des fous à travers les manchots effrayés et piaillant au long des repères qui nous ramenaient à la ville, nous élançant dans ces couloirs mégalithiques, sombrant dans les glaces jusqu'à l'immense structure circulaire et de là à l'assaut de l'archaïque rampe en spirale pour un plongeon réflexe et frénétique vers l'air normal du dehors et la lumière du jour. Ce nouveau son, comme je l'ai laissé entendre, avait bouleversé ce que nous avions décidé. Parce qu'il était ce que la dissection du malheureux Lake nous avait conduits à attribuer à ceux que nous pensions décédés. C'était précisément, Danforth me le révéla plus tard, ce qu'il avait entendu dans une forme infiniment étouffée en ce lieu, au-delà d'un angle de l'allée, au-dessus du niveau glaciaire. Et il avait certainement
Une ressemblance choquante avec les effets de harpe du vent que nous avions tous deux perçus près des cavernes des montagnes. Au risque de sembler puéril, je veux aussi ajouter une autre chose, mais seulement pour exprimer la manière surprenante dont l'impression de Danforth confirmait la mienne. Bien sûr, c'est une lecture commune qui nous avait préparés tous deux à faire cette interprétation, même si Danforth avait fait allusion à d'étranges notions quant à des sources insoupçonnées et interdites auxquelles Edgar Allan Poe avait pu avoir accès en écrivant son Arthur Gordon Pym il y a un siècle. On se souviendra que dans ce conte fantastique, on entend un mot d'une signification inconnue et terrible, mais prodigieuse, relié à l'Antarctique et éternellement crié par les gigantesques et fantomatiques oiseaux des neiges dans le noyau de cette région maudite. Tekelili, Tekelili. Ceci, je dois l'admettre, est exactement ce que nous pensons avoir entendu dans ce son émis soudainement derrière ce brouillard blanc venant sur nous, cet insidieux sifflement musical sur un spectre singulièrement large. Nous étions en pleine course, avant que les 3 notes ou syllabes se soient terminées, tout en sachant que la mobilité des grands anciens permettait à n'importe lequel des survivants du massacre, alertés par le cri et se lançant à notre poursuite, d'être sur nous en un instant s'ils le souhaitaient. Nous entretenions cependant le vague espoir que notre conduite pacifique, comme la parenté de nos intérêts, fasse qu'on nous épargne en cas de capture, au moins par curiosité scientifique. Après tout, si l'un de ces autres n'avait rien à craindre pour lui-même, il n'aurait aucune raison de nous faire souffrir. Dissimulation bien futile en la circonstance, nous projetâmes le faisceau de la torche derrière nous et constatâmes que le brouillard s'amincissait. Verrions-nous enfin un spécimen complet et vivant de ces autres? Se produisit-il encore cet insidieux son de harpe? Tekeli, Tekeli. Alors, notant que nous creusions l'écart avec notre poursuivant, nous pensâmes peut-être que cette entité était blessée. Nous ne pouvions prendre aucun risque pourtant, puisque d'évidence cela s'était produit en réponse au hurlement de Danforth, et non pas à la suite du mouvement d'une quelconque de ces entités. Le temps était trop serré pour faire place au doute. De la localisation de ce cauchemar le moins concevable et le moins descriptible, cette montagne indistincte vomissant une boue fétide de protoplasme dont la race avait conquis les abysses et envoyé ici ses éclaireurs pour refaire les sculptures et s'agiter dans les cavernes, nous ne pouvions pas avoir idée. Mais cela nous était une véritable douleur d'abandonner ce grand ancien, probablement paralysé, peut-être le seul survivant, au péril d'être repris et avalé par un destin sans nom. Remercions le ciel que nous n'ayons pas ralenti notre course. Le brouillard s'était épaissi de nouveau et gagnait sur l'avant avec une vitesse grandissante, tandis que les manchots, égarés derrière nous, gloussaient et pépiaient avec des signes manifestes de panique vraiment surprenantes au regard de leur confusion mineure quand nous les avions croisés. Une fois de plus, revint ce sinistre sifflement au large spectre. Tekelili, Tekelili. Nous avions tort, la chose n'était pas blessée, mais avait simplement ralenti pour avoir buté sur les corps de ses cousins tombés et sur la diabolique inscription de boue qui les surplombait. Nous ne pourrions jamais savoir ce qu'était ce terrible message. Mais ceux qui avaient été enterrés au camp de Lake nous prouvaient l'importance que ces êtres attachaient à leur mort. Utilisant imprudemment notre torche, nous aperçûmes devant nous la grande caverne ouverte où convergeaient tant de couloirs et fûmes soulagés de laisser derrière nous ces morbides sculptures palimpsestes, même devinées en les regardant à peine. Une autre pensée que de déboucher dans la caverne nous inspira fut la possibilité de semer notre poursuivant dans cet ahurissement d'enchevêtrement de grandes galeries. Il y avait de nombreux manchots albinos géants dans la salle. Il semblait évident que
leur peur de l'entité qui approchait était extrême, elle les rendait fous. Si à ce moment nous économisions notre torche au plus extrême besoin de notre orientation, n'éclairant que droit devant nous, les mouvements effrayés et erratiques des oiseaux géants dans le brouillard pourraient brouiller nos empreintes de pas, occulter notre passage ou induire une fausse piste. Dans le bouillonnement et les volutes de ce brouillard, le sol chaotique, encombré de débris du tunnel principal passé la salle, si différent de ces antres lisses et morbides, ne pourrait plus fournir d'indices même pour ces sens spéciaux qui, dans l'urgence, rendaient les grands anciens en partie indifférents au manque de lumière. De fait, nous étions surtout effrayés du risque de nous perdre en nous hâtant pareillement. Puisque nous avions décidé, bien sûr, de rejoindre selon la plus droite ligne la cité morte, et que s'égarer dans ces contreforts inconnus en nid d'abeilles aurait des conséquences incalculables. Le fait que nous ayons survécu et soyons revenus au jour est une preuve suffisante que la chose a pris une mauvaise galerie, tandis que nous avions providentiellement bifurqué sur la droite. Les manchots, à eux seuls, ne nous auraient pas sauvés. Mais dans cette conjonction avec le brouillard, cela semble avoir été le cas. Il s'en fallut d'un cheveu du destin pour que ces vapeurs restent assez opaques au bon moment, tandis qu'elles s'amenuisaient constamment et étaient sur le point de disparaître. Et bien sûr, elles disparurent juste une seconde, au moment où nous échappions aux nauséeux tunnels sculptés pour nous jeter dans la caverne, nous offrant un unique seulement demi-aperçu de l'entité qui surgissait, alors que nous lancions un coup d'œil ultime et désespéré vers l'arrière, avant d'éteindre la torche et de nous mêler aux manchots dans l'espoir de nous dérober à sa poursuite. Et si le destin fut généreux en nous occultant, il fut infiniment l'opposé en nous autorisant ce demi-regard, tant ce flash d'une semi-vision représente la bonne partie de l'horreur qui nous hante depuis lors. La raison précise de ce regard en arrière n'était-elle pas plus que l'immémorial instinct du poursuivi de mesurer la nature et la trajectoire de son poursuivant? Ou peut-être la tentative réflexe de répondre à une question subconsciente provoquée par un de ses sens, en plein dans notre fuite, et toutes nos facultés concentrées sur comment s'en sortir, nous n'étions pas en condition d'observer et d'analyser en détail. Et pourtant, même ainsi, ce qui nous restait de cellules cérébrales avait retenu le message transmis par nos narines. Après coup, nous avons réalisé ce que c'était. Fuir la boue fétide recouvrant l'entassement décapité et l'entité à nos trousses qui se rapprochait n'avait pas permis de reconnaître la nouvelle odeur comme l'imposait la logique. En s'approchant des choses inanimées, cette nouvelle et récente puanteur inexplicable était devenue pleinement dominante. Mais à présent, elle aurait dû faire place largement à la puanteur innommable associée à ces autres. Et ce n'était pas le cas. Au lieu de ça, la nouvelle odeur, encore moins supportable, nous la percevions sans dilution, de plus en plus forte, et son poison, à chaque seconde, plus insistant. Et c'est ensemble que nous nous étions retournés, et l'apparition se fit simultanément, même si sans aucun doute l'amorce d'un mouvement de l'un entraîna l'autre par imitation. Et ce faisant, nous braquâmes nos deux torches à pleine puissance sur le brouillard momentanément aminci. Soit la pure et primitive anxiété de voir tout ce que nous pouvions, soit l'effort moins primitif mais tout aussi inconscient d'aveugler l'entité avant d'éteindre à nouveau notre lumière et de nous fondre parmi les manchots encombrant le centre du labyrinthe. Geste malheureux. Ni Orphée lui-même, ni la femme de Los n'auront payé plus chèrement pour un simple regard en arrière. Et de nouveau surgit ce choquant sifflement au large spectre. Tekeli. Je dois aussi bien être franc, même si je n'ose pas être complètement direct, quand je fais état de ce que nous vîmes. Quoique dans l'instant, nous ayons ressenti que nous ne devions même pas l'avouer l'un à l'autre.
Les mots qui s'adressent au lecteur ne sont pas capables de suggérer ce que la vue elle-même avait d'affreux. Tout notre être conscient, paralysé si complètement que je m'émerveille que nous ayons eu la force résiduelle d'éteindre nos torches comme prévu et de nous élancer dans le tunnel de droite vers la cité morte. Le seul instinct nous emportait, peut-être mieux que ne l'eût fait la raison, quand bien même ce fut ce qui nous sauva, nous en avons payé le haut prix. De raison, il nous restait certainement bien peu. Danforth était complètement sous le choc, et la première chose dont je me souvienne pour le reste du trajet, c'est de l'entendre chanter impulsivement une formule hystérique à laquelle moi seul, de toute l'humanité, aurait pu trouver autre chose que pure folie. Elle se réverbérait en faux échos parmi les gloussements des manchots, se réverbérait dans la suite des voûtes devant nous, et Dieu merci, dans la suite des voûtes derrière nous. Il n'aurait pas pu commencer aussitôt, sinon nous n'aurions pas été en vie et courant à l'aveuglette. Je tremble de penser à ce qu'une fraction de seconde en plus à sa réaction nerveuse aurait eu pour conséquence. Station métro Sud, station de métro Washington, station de métro Park Street, Kendall, Central, Harvard. Le pauvre gosse chantait la suite des stations souterraines de Boston à Cambridge, le tunnel percé sous notre pacifique terre natale, à des milliers de kilomètres là-bas, en Nouvelle-Angleterre. Et pour moi, ce rituel n'avait ni dissonance ni nostalgie, rien que de l'horreur, parce que moi aussi je savais. Et infailliblement l'indescriptible analogie qu'il avait provoquée. Nous nous étions attendus, regardant en arrière, à découvrir une horrible entité au déplacement incroyable, si le brouillard s'amincissait suffisamment. Mais de cette entité, nous nous étions formé une idée claire. Ce que nous vîmes, puisque le brouillard n'était que plus pernicieusement fin, était à la fois différent et incommensurablement plus hideux et détestable. C'était l'extrême et objective incarnation de ce que le romancier fantastique nomme « chose » qui ne devrait pas être. Et la plus proche analogie en était un métro géant lancé à pleine course comme on les aperçoit depuis le quai des stations, un grand fronton noir brillant colossalement comme lancé depuis une infinie distance souterraine, constellé de lumière étrangement colorée et remplissant la prodigieuse galerie comme un piston remplit un cylindre. Mais nous n'étions pas sur un quai de métro. Nous poursuivions notre fuite en avant, alors que cette colonne fluide d'une iridescence noire et suintante de cauchemar, faisant bien 5 mètres de haut, augmentait sa vitesse, projetait devant elle une spirale de cette blafarde vapeur des abysses. C'était une horrible et indescriptible chose, plus grande que tout train de sous les villes, un conglomérat informe de bulles protoplasmiques faiblement lumineux, avec des myriades d'yeux éphémères se formant et se déformant comme des pustules de lumière verdâtre sur toute l'épaisseur du tunnel et qui s'écroulaient sur nous, écrasant les manchots pris de panique et glissant sur le sol lisse que cela et tout ce qui y ressemblait avait dégagé si diaboliquement de tout détritus. Et encore revint le cri maudit, moqueur, « Tekeli, li » et nous nous souvînmes enfin que ces Chogos démoniaques, dont la vie, l'intelligence et la fluidité des organes avaient été créés par les grands anciens, n'ayant d'autre langage que ce qu'exprimaient les groupes de poings, n'avaient pas d'autre voix que l'accent imité de leur maître disparu. Chapitre 12 et dernier. Danforth, comme moi-même, avons le souvenir de comment nous émergeâmes dans le grand hémisphère sculpté et reprîmes notre chemin de retour à travers les salles et couloirs cyclopéens de la cité morte. Et ce sont cependant de purs fragments de rêve qui ne comportent ni mémoire, ni volonté, ni détail, ni prouesse physique. C'est comme si nous flottions dans un monde nébuleux et une dimension hors du temps, de la causalité et de l'orientation. Le demi-jour grisâtre du vaste espace circulaire nous dégrisa quelque peu, mais nous n'approchâmes pas de nouveau près de la cachette au traîneau,
pour revoir le malheureux Jedney et le cadavre du chien. Ils reposaient dans un étrange et titanesque mausolée. J'espère que la fin de la planète les trouvera ici sans autre trouble. C'est lorsque nous commençâmes le combat contre la colossale rampe inclinée que tombèrent sur nous la terrible fatigue et le manque de souffle que notre expédition dans l'air raréfié du haut plateau avait produit. Mais même la peur de l'évanouissement ne put nous décider à aucune pause avant d'avoir atteint le réel niveau du soleil et du ciel. C'était en quelque sorte vaguement approprié à notre départ de ces époques enterrées, parce qu'à mesure que nous nous frayions notre chemin vers le haut du cylindre de 20 mètres d'une maçonnerie primitive, nous découvrîmes tout au long une procession continue de sculptures héroïques de la race disparue dans les temps plus reculés, à l'apogée de leur technique. Un au revoir des grands anciens, écrit 50 millions d'années plus tôt. Escaladant finalement le rebord supérieur, nous nous retrouvâmes sur un large monticule de blocs écroulés, avec les murs incurvés de pierre s'élevant à l'ouest et les pics déchiquetés de grandes montagnes dépassant des structures encore plus écroulées à l'est. Le bas soleil de minuit de l'Antarctique rougeoyait à l'horizon côté sud à travers les saillies fissurées des ruines. Et l'âge sans fond et la mort de la ville de cauchemar nous semblaient par contraste relativement familiers et aussi habituels que les paysages polaires. Le ciel au-dessus de nous était une masse opalescente et tourbillonnante de vapeurs ténues et glacées, et l'étreinte du froid nous saisit vitalement. Déposant avec lassitude les sacs auxquels nous nous étions instinctivement agrippés tout au long de notre longue course désespérée, nous reboutonnâmes nos lourdes combinaisons pour la descente trébuchante du monticule et la marche à travers ces pierres mortes depuis des éternités vers les contreforts où attendait notre avion. De ce que nous avions vu, fondant depuis l'obscurité secrète de la terre et ses golfes archaïques, nous n'osâmes rien dire. En moins d'un quart d'heure, nous avions retrouvé les gradins vers les contreforts, une ancienne terrasse probablement, celle par où nous étions descendus, et pouvions discerner la sombre silhouette de notre grand avion parmi les ruines disséminées de la pente remontant devant nous. À mi-chemin de la colline, nous dûmes faire une pause d'un instant pour reprendre respiration, et nous retournâmes une dernière fois sur le fantastique enchevêtrement paléogène de ces pierres aux formes incroyables au-dessous de nous, se découpant mystiquement une nouvelle fois sur l'ouest inconnu. Ce faisant, nous vîmes que le ciel au-delà s'était dégagé de ces brumes du matin, les incessantes vapeurs glacées s'étaient déplacées vers le zénith, où leur forme ironique semblait sur le point de se figer en étrange figure qu'elle redoutait de rendre définitive comme une conclusion. Elle révélait maintenant sur l'ultime horizon blanc derrière la grotesque cité une mince et très fine ligne d'un apogée mauve dont les pointes effilées semblaient briller comme dans un rêve contre la rose présence du ciel à l'ouest. Plus haut que ce bord chatoyant s'étendait l'ancien plateau, et le creux de la rivière asséchée qui le traversait semblait un profond ruban d'ombre. Pendant une seconde, nous restâmes figés d'admiration pour ce décor d'une beauté cosmique plus que terrestre, et une vague horreur commença de sourdre dans nos esprits, parce que cette ligne mauve ne pouvait être rien d'autre que les terribles montagnes du pays interdit. Les plus hauts pics de la terre et le repère de ces démons, le havre d'horreurs sans nom et de secrets archéens, maudits et vénérés par ceux qui craignaient d'en sculpter la signification. Jamais foulés par aucune chose vivant sur cette terre, mais peuplés de sinistres éclairs, et émettant d'étranges mirages sur les plaines dans la nuit polaire, sans aucun doute l'archétype de Cadath, la maudite, dans l'immensité froide de l'au-delà de Leng, la Borée,
qui recèle l'aura de tant de légendes primitives et impies. Nous étions les premiers êtres humains à les avoir contemplés, et si Dieu le permet, j'espère que nous serons les derniers. Si les cartes sculptées et les images de cette ville préhumaine disent vrai, ces montagnes d'un mauve cryptique ne peuvent pas être moins de 200 kilomètres, et pourtant leur fine et délicate essence n'en ressort pas moins sur les crêtes les plus lointaines et enneigées, comme le rebord dentelé d'une monstrueuse planète étrangère prête à s'élever dans ce ciel exceptionnel. Leur hauteur, alors, doit avoir été nettement au-delà de toute comparaison connue, les emportant vers ces strates atmosphériques ténues, peuplées de telles apparitions gazeuses que les aviateurs irréfléchis n'ont jamais survécu assez longtemps à leur chute inexplicable pour en faire part. Les considérant, je pensais en frissonnant à certains motifs sculptés de ce que la grande rivière disparue avait apporté jusqu'à la ville depuis leur pente maudite, et m'émerveillais de combien de sens et de combien de folie s'étaient déposés dans les peurs de ces grands anciens qui ne les représentaient qu'avec réticence. Je me souviens de comment leur extrémité nord devait être proche de la terre de la reine Mary, et qu'en ce moment même, l'expédition de Sir Douglas Mawson devait sans aucun doute s'établir à moins de 600 kilomètres au-delà. Et j'espérais qu'aucun diabolique destin ne donnerait à Sir Douglas et ses hommes un aperçu de ce qui s'élevait derrière l'abri des hauteurs côtières. De telles pensées donnent la précise mesure de mon état nerveux à ce moment, et celui de Danforth semblait bien pire. Pourtant, bien avant que nous ayons atteint la grande ruine en forme d'étoile et atteint notre avion, nos peurs s'étaient transférées sur la plus basse mais considérable barrière que nous aurions à retraverser. Depuis ces contreforts, les noires pentes incrustées de ruines se levaient fortement et hideusement côté est, nous rappelant de nouveau ces étranges peintures asiatiques de Nicholas Roerich. Et quand nous pensions à ces damnés trous en nids d'abeilles qui les minaient et aux effrayantes entités amorphes qui s'étaient frayé leur fétide chemin en rampant jusqu'aux plus hauts abris des sommets, nous ne pouvions envisager sans panique l'idée de survoler à nouveau ces embouchures de grottes où le vent joue à émettre des sifflements comme d'un démoniaque concert sur toute l'étendue du spectre sonore. Et pour rendre cela pire encore, nous distinguâmes des traces parsemées de brouillard autour de plusieurs des sommets, ainsi que le malheureux Lake l'avait fait lorsqu'il les interpréta tout d'abord comme une preuve de volcanisme. Et repensâmes en tremblant à ce brouillard semblable dont nous venions juste de réchapper, à cela et à ces abysses nourris d'horreur et de blasphème d'où surgissaient de telles vapeurs. Tout allait bien du côté de l'avion, et nous revêtîmes en hâte nos lourdes fourrures de vol. Danforth démarra le moteur sans souci. Nous prîmes un très progressif envol au-dessus de la ville de cauchemar. Au-dessous de nous, les primitives et cyclopéennes constructions s'étalaient comme la première fois que nous les avions vues. Il y avait si peu de temps, et pourtant si longtemps. Et nous commençâmes à nous élever, puis à tourner pour prendre le vent avant d'affronter la passe. Dans les très hautes altitudes, il devait y avoir de grandes perturbations, puisque les nuages de glace au zénith semblaient former toutes sortes de fantaisies. Mais à 8000 mètres environ, là où nous abordâmes la passe, la navigation redevint plus aisée. Comme nous approchions des pics hérissés, l'étrange sifflement du vent se fit de nouveau manifeste, et je pus voir trembler les mains de Danforth sur les commandes. Si parfait amateur que je fusse, je pensais à ce moment que j'aurais fait un meilleur pilote que lui pour affronter la dangereuse traversée entre les crêtes. Et quand je me déplaçais pour échanger nos places et prendre son relais, il se garda de protester. J'essayais de mobiliser toute mon habileté et les moyens en ma possession et me concentrer sur la barre de ciel rouge entre les parois de la passe, refusant résolument de porter attention aux bouffées de vapeur émanant des montagnes et souhaitant disposer, comme les hommes d'Ulysse aux prises avec les sirènes, de bouchons de cire pour m'éviter d'entendre ces troublants sifflements de vent.
Mais Danforth, libéré du pilotage et porté au plus extrême état nerveux, ne pouvait se tenir en paix. Je le sentais tournant et gigotant pour voir derrière nous la terrible cité s'amenuiser parmi le crible de ses grottes et les pics coiffés de cubes surmontant la blême mer neigeuse des contreforts sous le grotesque bouillonnement de nuages dans le ciel. C'est alors, juste comme je tentais de maintenir mon cap avec sûreté dans la passe, que son cri fou nous amena tout auprès du désastre, ébranlant la maîtrise que je tentais de garder de moi-même en m'obligeant à batailler à tâtons contre les commandes pendant un instant. Une seconde passa, ma résolution reprit le dessus, nous pûmes finir la traversée sans encombre, effrayé cependant que Danforth ne soit plus jamais le même désormais. J'ai dit que Danforth avait refusé de me dire quelle horreur ultime l'avait fait crier jusqu'à une telle folie, une horreur qui, j'en suis tristement sûr, est responsable de son actuelle dépression nerveuse. Nous avons eu des bribes de conversation en criant par-dessus les sifflements du vent et le hurlement du moteur, alors que nous descendions du côté de la barrière rocheuse et amorcions lentement la descente vers le camp. Mais devions surtout préciser la promesse de secret que nous nous étions faite en quittant la ville de cauchemar. Nous étions convaincus que certaines choses n'étaient pas bonnes à répandre et que les gens ne pouvaient en discuter à la légère. Et je n'en aurais parlé maintenant à aucun prix, si ce n'était pas le prochain départ de l'expédition Stark River Moor et d'autres. Il est absolument nécessaire, pour la paix et la sécurité de l'humanité, d'abandonner à eux-mêmes quelques-uns des recoins noirs et morts de la terre et ses profondeurs infinies, de peur de réveiller et de ramener à la vie des anormalités endormies et de blasphématoires cauchemars rampant et surgissant de leur tanière pour de nouvelles et plus larges conquêtes. Tout ce à quoi Danforth a jamais fait allusion, c'est que l'horreur ultime était un mirage. Ce n'était pas, déclara-t-il, quoi que ce soit de relié aux cubes et aux grottes de ces montagnes de la folie creusées en nids d'abeilles comme rongées de verre avec leurs échos, leurs vapeurs que nous avions traversées, mais un simple aperçu fantastique et démoniaque parmi le tourbillon des nuages au zénith qui reposaient sur ces montagnes mauves à l'horizon ouest, celles que les grands anciens craignaient et maudissaient. Il est plus que probable que la chose était une pure impression, née du stress de tout ce que nous avions traversé et d'un réel mirage, mais non reconnu tel, la ville morte comme nous en avions fait l'expérience la veille, quittant le camp de Lake. Mais c'était si réel pour Danforth qu'il souffre depuis lors. À de rares occasions, il a murmuré des choses disjointes, irresponsables à propos du pic noir, du rebord sculpté, des proto-shoggoths, des solides aveugles à 5 dimensions, du cylindre sans nom, des anciens phares, de Yog-Sothoth et de la gelée primordiale, de la couleur tombée du ciel, des ailes, des yeux dans la nuit, de l'échelle des cieux et de l'original, l'éternel, l'immortel et d'autres conceptions bizarres. Mais quand il est parfaitement lui-même, il désavoue toutes ces appellations, y voit des réminiscences de ces curieuses et macabres lectures de l'adolescence. Danforth s'est avéré, et parmi les quelques-uns qui ont osé lire de bout en bout cette copie mitée du Necronomicon gardée sous clé dans la bibliothèque de l'université. Le ciel plus haut, une fois traversé la grande barrière, était certainement perturbé, chargé encore de vapeur. Et même si je ne voyais pas moi-même le zénith, je peux parfaitement imaginer comment ces tourbillons de poussière glacée pouvaient prendre d'étranges formes.
sachant comment de telles scènes lointaines, réfléchies, réfractées et magnifiées par de telles couches de nuages agités peuvent être vives pour l'imagination, cela peut aisément avoir fourni le reste. Et bien sûr, Danforth n'a jamais fait allusion à n'importe laquelle de ces horreurs singulières, qu'une fois que sa mémoire a eu une chance de les recréer d'après ses lectures passées. Il n'aurait jamais pu en voir autant d'un seul regard. Dans l'instant, ses cris se limitaient à la répétition d'un mot insensé, pris à une source beaucoup trop évidente. Tekeli, Tekeli, Tekeli.